fait, j'ai versé quelques larmes, quelques gouttes de larmes. Dans cette vidéo, nous présentons Francis Ngannou, son enfance terrifiante, son parcours, et nous allons terminer la vidéo avec des conseils et des motivations de vie. Et j'étais habitué à ces situations parce que c'était récurrent, tu vois. Manque de scolarité, à la pause, j'avais peut-être pas quoi manger, j'avais pas jamais de goûter dans mon sac. Donc du coup, ça, j'étais pas un profil assez attractif pour les autres Et vous étiez enfants. exclu ou ils partageaient quand même avec vous? Non, tu étais exclu. Au fait, la façon d'être exclu, c'est quoi? C'est que les enfants, déjà, à la base, ils partagent entre eux. Pour la plupart, ils sont déjà amis, même à la maison, où ils sont voisins. Et moi, j'étais un peu nouveau parce que, juste pour la petite histoire, j'ai fait mon école primaire dans à peu près 6 établissements. En moyenne, 1 an par établissement. Tu vois? Donc à chaque fois, vous étiez le nouveau. Voilà, à chaque fois, j'étais nouveau. Donc, même à la maison, au quartier, j'étais nouveau. Je n'avais pas des amis. À l'école, j'étais nouveau. Mais le nouveau qui n'était pas cool, qui n'avait pas ce profil-là, qui n'avait pas le goûter pour partager avec les autres, le nouveau qui n'avait pas de stylo, qui n'avait pas de bic ou qui n'avait pas payé de pension. Du coup, ce n'était pas un profil assez attirant pour les autres élèves pour être amis, tu vois. Donc, c'était un peu cette situation et c'est ça qui compliquait la chose, au fait. J'ai accepté à être seul, j'ai accepté à ne plus avoir des amis au point où je me suis habitué et c'est devenu mon mode de vie. Je vis tout seul, je reste seul et ça ne me dérange pas. Consciemment, j'ai arrêté de vouloir me faire des amis. J'ai accepté la solitude. Et oui, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai appris à être confortable dans ma situation, à faire avec. Et jusqu'à aujourd'hui, ouais. Et j'avais faim. Il était aux environs de 15 heures. J'avais faim, j'étais là et je me fais virer encore une fois. Et là, j'ai versé quelques larmes, quelques gouttes de larmes. J'étais mal, ma personne était touchée. Et là, j'avais juré que j'allais remédier à cette situation. Au fait, j'allais déjà changer la façon dont je suis perçu par les autres élèves qui ont tendance à me voir comme un être inférieur. Pourtant, je ne suis pas inférieur. Et je pense que c'est ce jour-là où je me dis, mais je ne suis pas inférieur à eux. Même si je n'ai pas ce qu'ils ont, le peu que j'ai, je le mérite. Je l'ai gagné par la sueur de mon front. Par contre, eux, ils ont juste la chance d'avoir des meilleurs parents. Voilà. Ou des parents qui s'en sortent mieux dans la vie. Mais dans cette situation, faire quelque chose de normal, comme les autres, n'était plus suffisant. Plutôt que... J'ai pas eu la vie que je voulais, que j'aurais voulu avoir, mais j'ai eu la vie qu'il me fallait. Tu vois, et c'est ça, au fait. Parce que, tu vois, on peut tout dire de mon père, il était irresponsable, il était ceci, il était cela. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est l'homme qui a le plus influencé ma vie. C'est l'homme grâce à qui je suis devenu celui que je suis aujourd'hui, même si ce n'est pas assez bien, mais c'est grâce à lui. J'aurais pu être beaucoup plus pire que ce que je suis aujourd'hui. Parce que très tôt, de par ce qu'il était, j'ai très vite compris ce que je ne voulais pas être. C'était mon père. Je ne voulais pas avoir sa réputation, pas être. J'aimais mon père, je le kiffais, même si très souvent passer du temps avec lui, c'était compliqué parce que ça allait finir avec des coups de ceinture et tout, mais j'aimais mon daron, tu vois, et j'aimais passer le temps avec lui, c'était mon héros. Mais quand j'étais plus avec lui, sa réputation n'était pas trop glorieuse et ça, j'étais pas trop fier de ça. Et il était hors de question que moi, que j'ai cette même réputation. D'abord, il m'a fallu plusieurs années parce qu'à 22 ans, quand je vais en ville, je commence la boxe. Très tôt, je comprends que c'est pas en m'entraînant là que ça devait aller.
les conditions n'étaient pas réunies au Cameroun, surtout à cette époque. Donc, j'avais compris qu'il fallait bouger, il fallait aller un peu plus proche quoi, du sommet. Mais comment faire? Je ne pouvais pas me permettre de me présenter dans une ambassade, appliquer pour le visa, mais franchement, tu n'es même pas... tu vois, je remplissais aucune condition sur peut-être 20. Je ne cochais pas une case, tu vois. Donc ça, c'était déjà mort. Après, on avait toujours entendu parler de l'aventure, des procédures, des trucs. Bon, c'est difficile, tu vois. J'ai mûri l'idée pendant des années. Ça faisait peur aussi, parce qu'il y a des gens qui sont allés, on n'a jamais entendu parler d'eux. Ça fait 10 ans, on n'a pas de nouvelles. Et personne n'est vraiment pour. Alors, mais un jour, j'ai décidé de me lancer. Et je porte mon sac à dos, je mets quelques vêtements. J'avais fait quelques économies, j'appelle ma petite sœur, je lui donne mes économies. Je ne précise pas où je vais, je dis juste je vais au nord, qui était effectivement ma direction, mais n'était pas ma destination, c'était juste un arrêt. Et par contre, il fallait qu'elle garde l'argent à disposition au cas où j'appelle, en cas d'urgence, pour qu'elle me fasse un Western Union. Un Western Union ou un MoneyGram. Et c'est comme ça où je pars. C'était le 3 avril 2012 que j'ai quitté le Cameroun la première fois. Et je me lance, je vais vers le nord Cameroun. Après, on traverse pour aller au Nigeria, vers la ville de Yola. Et le lendemain, on continue de Yola pour Kano. Et après, Kano maintenant pour Zender, au sud du Niger. Là, entre Yola et Zender, c'est très proche, c'est une distance qui se fait. Il y a des voitures clando qui le font, les taxis clando qui le font, mais il y a un contrôle de passeport. Ça, nous, on n'avait pas, et on n'avait pas le visa surtout. Donc, le taxi va nous laisser un peu avant et quelqu'un va nous diriger pour contourner le contrôle, et le taxi va passer au contrôle avec ceux qui ont des pièces, et il va nous récupérer devant et on va continuer. Et on arrive, on va dans une gare où on dort pendant des jours, parce que le but c'est d'arriver au nord du Niger, et on met quelques jours à la gare routière. Je pense qu'on a fait 3 jours à la gare où on dormait sur des bancs là-bas à la gare en attendant le bus, parce que c'était des longs trajets, donc du coup les bus n'étaient pas quotidiens. Je pense qu'ils avaient 2-3 bus par semaine. On devait attendre, au fait, s'inscrire, payer le billet et attendre peut-être 3 jours. C'est comme ça qu'on va. Et jusque-là, tout allait bien. Parce que même si on se fait contrôler sur la route du Niger, tu vois, et c'est là où ça commence la raquette. Il y a des policiers qui commencent à vous fouiller. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas les papiers. On fouille. Vous venez d'où? Vous avez quoi? Et après, ils vont même faire semblant comme si le bus y partait, mais le bus n'est pas parti, le bus va garer un peu plus devant. Ça, c'est pour vous mettre la pression, tu vois. On fouille vos bagages et c'est là où les méthodes pour garder nos économies, on avait adopté toutes les méthodes et eux, ils savaient, il fallait qu'ils nous craquent pour qu'on les donne. Et je me rappelle au Niger, ils nous ont mis dans une petite tente. Et après, on a demandé à faire pipi. La première intention, c'est que, OK, si j'arrive dehors, je peux fuir, tu vois. Et à ma grande surprise, le policier me dit, ouais, va faire pipi derrière la tente, dehors. Et là, quand tu sors de la tente, tu arrives dehors, tu regardes, c'est le désert à perte de vue. Dans l'après-midi, il y a la vapeur qui sort à distance, la chaleur. Toi, tu regardes, tu reviens tout seul. Tu n'as plus envie de fuir. Tu reviens. Et voilà, ça, c'était les premières étapes. On arrive à Alit. C'est là.
fallait organiser pour la traversée du désert et tout ça. La traversée du désert, c'est pas une expression dans votre bouche. Non, c'est la réalité, la traversée du désert. Donc c'est le Sahara, le désert. Le Sahara, le désert du Sahara. Il y a les Touaregs, les gens qui y vivent dans le désert, au fait. C'est eux qui organisent. Il dit combien on va payer. On paye chez un passeur qui collecte l'argent. Il nous fait attendre peut-être une semaine. Parce qu'eux aussi, de leur côté, ils ont leur système de surveillance pour contrôler, pour surveiller la surveillance. Voilà, jusqu'au jour où ils disent que c'est bon. Un soir, comme ça, de façon spontanée, ils arrivent, ils disent embarquez. Mais ce n'est pas embarquer dans un bus, c'est dans un pick-up. Vous êtes 25, il y a un pick-up. Et tu te dis, mais c'est quoi le délire? Tu te dis, non, je prends le deuxième. On dit, il n'y a pas de deuxième. C'est ça pour les 25. Avec vos bagages. Et c'est compliqué, tu vois. On va mettre vos bagages au sol et vous allez vous asseoir au-dessus. 25 personnes derrière le pick-up. Mais surtout, l'élément de suivi ici, la bouteille d'eau, l'eau. Parce que là, on va te faire la traversée du désert. Il n'y a pas de boutique quelque part, il n'y a pas de source quelque part. L'eau est importante et l'écharpe pour les tempêtes de sable. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a pris la route du désert. Heureusement, pour nous, ça s'est bien passé. Au bout de 24 heures, on était à l'autre bout. Vous avez eu peur pour votre vie? Oh ouais, quand même. Mais tout s'est bien passé. Mais on a eu peur. Puisque à des endroits, tu arrives, tu vois des crânes qui sont des squelettes, qui sont au milieu du désert, et d'autres avec des signes de croix ou des trucs. Et tu te dis, OK, il suffit que la voiture tombe en panne, hein, et c'est fini. Francis n'avait ni argent, ni soutien, ni équipement. Mais il avait une vision claire. Peu importe d'où tu viens ou les obstacles devant toi, n'abandonne jamais ce que tu veux vraiment. Fixez-vous des objectifs clairs. Travaillez chaque jour, même quand c'est dur. Ne laissez pas vos origines ou votre situation actuelle définir votre futur. Rappelez-vous que votre histoire peut aussi inspirer des millions de personnes. Si Francis Ngannou l'a fait, vous le pouvez aussi. Peu importe les défis devant vous, continuez à avancer. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour plus de vidéos intéressantes comme celle-là. L'aventure de notre héros n'est pas terminée. Dans exactement une semaine, la deuxième partie verra le jour avec plein de conseils et des motivations. Alors on se retrouve dans peu de temps. D'ici là, portez-vous bien.